Bonjour à toutes et à tous. Merci Christine pour votre invitation. Alors, je vais essayer de vous parler de la question de l'erreur en simulation clinique et de l'aborder sous l'angle, bien sûr, à la fois pédagogique et aussi un petit peu éthique, puisque finalement, la formation au sens général du terme, tout comme le soin d'ailleurs, est un métier où l'on travaille sur l'humain, et un métier où finalement l'intervention du formateur va, dès lors qu'il vise le développement ou la transformation de la personne, a nécessairement un impact sur son devenir. Et du coup, ça nécessite qu'on s'interroge sur la nature des dispositifs que l'on conçoit, sur les messages que l'on essaie de faire passer, et puis surtout aussi sur la manière dont on s'y prend pour parvenir aux objectifs de formation que l'on envisage. Le focus très prononcé dans les formations sur la simulation sur la question de l'erreur, merci, justifie qu'on s'y intéresse et qu'on pose un petit peu le problème. Alors, premièrement, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu, en général, si la simulation est éthique. Je parlerai aussi de l'erreur d'un point de vue un peu général, et puis je reviendrai sur la question de l'erreur en simulation. Alors, la simulation est-elle éthique ? A priori, on peut le considérer qu'elle l'est dans la mesure où elle est jugée utile pour former, elle est jugée bénéfique et elle est jugée efficiente. Alors, utile, on est tous convaincus ici, je pense, et on en a encore eu un exemple tout à fait intéressant hier soir, elle est utile. Efficiente, c'est à voir, hein, c'est comment on mesure l'efficience d'une formation, le rapport coût-efficacité, sachant que c'est assez multidimensionnel, donc c'est compliqué à apprécier. Bénéfique, là encore, qu'est-ce qui fait qu'une formation va être bénéfique et pour qui ? Vous connaissez tous évidemment le leitmotiv bien connu, jamais la première fois sur le patient. D'ailleurs, je pense que c'est la première fois qu'on prononce cette phrase depuis hier, et je m'en réjouis quelque part, parce que cette phrase, elle a suscité, je pense, pas mal de malentendus. Jamais la première fois sur le patient, finalement, ça a créé un argument un peu sécuritaire et donc une injonction faite aux formateurs et au personnel de santé, finalement, de se former et de former d'abord la première fois sur un mannequin ou sur un patient simulé. Dans cette perspective, effectivement, jamais la première fois sur le patient, c'est un peu leurrer les gens, parce qu'il y aura quand même toujours une première fois sur le patient, sur un vrai patient, et quelque part, ce leitmotiv dédouanerait les formateurs de l'accompagnement de cette vraie première fois sur un vrai patient. Et ça, c'est une vraie question éthique, je pense. Comment on envisage ce passage du laboratoire de simulation au milieu du soin. Et puis, finalement, la simulation est légitimée par un principe empreint d'éthique, un impératif éthique. Et cet argument est finalement repris par les sociétés commerciales qui vendent des mannequins. Ils ont raison, hein, et ils l'envisagent comme finalement un argument sécuritaire pour le patient, hein, c'est-à-dire qu'on apprendrait sans risque pour le patient, sans danger pour lui. On pourrait aussi donner un espace à l'erreur, parce qu'effectivement, on est bien d'accord que l'erreur en situation réelle, c'est un problème extrêmement embêtant, hein, et que apprendre de l'erreur en situation réelle, c'est plus difficile, c'est beaucoup plus difficile. Donc, un moyen de donner un espace à l'erreur dans un espace protégé, a priori, hein, qui est la formation, et notamment dans les formations via la simulation, donner un espace a posteriori de l'action, c'est-à-dire dans le débriefing, où, en tout cas, l'objectif serait de rendre cette erreur formatrice.
Alors, ok, d'accord, rendre cette erreur formatrice, mais finalement, si on se base sur le principe éthique de bienveillance et de non-malfaisance, comment on va s'y prendre aussi pour rendre cette erreur formatrice? Parce que finalement, on est un petit peu dans une espèce de dilemme. C'est-à-dire que d'un côté, si on expose l'apprenant au risque de faire des erreurs, c'est quelque part le mettre un petit peu en danger. Comment on va gérer cette mise en danger de l'apprenant face au regard et au jugement de ses pairs. Et en même temps, on a aussi quelque part un petit peu besoin, quelque part, qu'il fasse peut-être pas forcément des erreurs, mais en tout cas des pratiques améliorables pour pouvoir justement travailler dessus. Et on sait très bien, et on le met souvent beaucoup en avant, c'est que l'erreur a des vertus apprenantes extrêmement intéressantes. Donc on est un petit peu partagé entre cette volonté de préserver l'apprenant pour qu'il ne se sente pas, qu'il garde son sentiment d'efficacité, effectivement, et on a dit à quel point c'était important de le préserver, mais en même temps de faire en sorte que l'erreur puisse advenir quelque part pour pouvoir aussi travailler dessus. Alors l'erreur, je vais revenir un peu sur l'erreur en général, c'est forcément une question délicate. L'erreur vient du latin, errare, et comme je pense que c'est Dieudonné qui le rappelait, l'erreur, c'est finalement un acte de l'esprit qui tient pour vrai ce qui est faux, et inversement. Et donc il y a deux façons d'appréhender l'erreur. Soit on va se focaliser sur la personne qui a fait l'erreur, soit on va se focaliser sur les circonstances dans lesquelles l'erreur est survenue. Quand on se focalise uniquement sur la personne, finalement, on aborde l'erreur sous l'angle unique de la responsabilité personnelle. Et donc, à ce stade, il s'agit donc de distinguer l'erreur de la faute. Vous savez que là aussi, d'un point de vue juridique, les choses sont quand même assez différentes. On a parfois tendance à associer l'une et l'autre, mais bon, la plupart du temps, d'ailleurs, les erreurs ne sont pas des fautes. Pour qu'il y ait faute sur un plan juridique, il faut qu'il y ait une intentionnalité de nuire, mais pas toujours. Et c'est ça aussi où c'est difficile à apprécier, c'est-à-dire que le droit s'appuie sur 5 attitudes qui sont mentionnées dans le Code pénal, et qui sont la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence et le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Et donc, il y a délit dès lors qu'on peut prouver qu'il y a eu mise en danger délibérée, autrement dit, conscience du sujet, d'un acte potentiellement dommageable ou d'un manquement. L'erreur, quant à elle, est donc plutôt due à un processus accidentel ou incidentel, non intentionnel, donc ni voulu ni prémédité, bien sûr. Et donc, dans ce cadre-là, on va effectivement penser aux erreurs de diagnostic, aux erreurs où on va se tromper par donc inadvertance de produits, etc. Donc, c'est bien inintentionnel, mais ça répond à un certain nombre de circonstances. Alors, la focalisation sur l'individu, finalement, l'envisage comme responsable, voire coupable, et s'inscrit dans un système qui est plutôt répressif et qui voit l'erreur comme devant être sanctionnée, ce qui, des fois, effectivement, est le cas. Si on change de point de vue et qu'on se focalise sur les circonstances qui ont conduit la personne à réaliser une erreur, alors là, la démarche est d'envisager la personne au sein de l'environnement dans lequel elle a travaillé. Et donc, il est question d'anticiper d'analyser l'erreur dans son contexte de survenue. C'est-à-dire qu'on va avoir une approche plutôt systémique. Et ça s'inscrit dans les travaux que vous connaissez, qui sont depuis les années 90 avec notamment James Reason, vous savez, le modèle du fromage suisse, avec tout un tas de barrières effectivement de protection qui ont sauté et qui ont fait que l'erreur a pu advenir. Donc du coup, dans cette perspective-là, on va envisager l'erreur d'un point de vue vraiment global, systémique, et on ne va pas stigmatiser, culpabiliser forcément la personne seule, puisque généralement, d'ailleurs, les études montrent que les causes d'erreur sont multifactorielles.
Et donc cette approche, bien entendu, ne dispense pas d'analyser l'erreur du point de vue de la responsabilité individuelle, mais on voit bien que dans cette approche-là, on envisage aussi la responsabilité collective des individus et des organisations. L'autre point, c'est que l'erreur doit aussi s'envisager du point de vue de ses conséquences. Alors bien sûr, des conséquences sur le patient, c'est bien évident, hein, en termes de dommages et de préjudices, mais il y a aussi les conséquences sur le soignant. Et ça, on en parle moins. Alors bien sûr, c'est normal qu'on en parle moins, hein, mais c'est quand même très important. Je veux dire, on sait très bien qu'une erreur, l'impact émotionnel d'une erreur commise est très profonde. Bien sûr, si les conséquences pour le patient ont été graves, mais même sans. Moi, je travaille en formation infirmière, en formation initiale, et on a des étudiants qui reviennent de stage parfois où ils ont été confrontés à une erreur. Alors, une erreur généralement pas grave sur le plan des conséquences pour le patient, hein, mais une erreur qui, du coup, leur a révélé quelque chose qu'ils n'avaient pas encore approché vraiment, c'est-à-dire la responsabilité professionnelle, et ça les a souvent très fortement perturbés, jusqu'au point même que certains envisagent d'arrêter la formation parce qu'ils ne se sentent pas capables, hein, encore une fois, on parlait de capacité et de capabilité, hein, ils ne se sentent pas capables d'assumer cette responsabilité-là. Donc l'accompagnement, bien sûr, en formation va être très important. Et puis, enfin, je dirais que l'autre point, c'est la question de l'erreur dans une perspective d'apprentissage. Et là, ça, c'est vraiment une culture maintenant qui commence à rentrer beaucoup dans nos hôpitaux, dans nos instituts de formation. Hein, c'est qu'effectivement, on peut apprendre de l'erreur en vue de prévenir, de comprendre ces mécanismes et de prévenir que cette erreur se reproduise. Et finalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'un professionnel compétent, finalement, ce n'est pas un professionnel qui ne fait pas d'erreur, puisqu'on sait que l'erreur est profondément humaine, hein, et que tout le monde en fait, tout le monde en fera, mais qu'un professionnel compétent, c'est un professionnel qui sait apprendre de ses erreurs. Alors, dans les domaines à haut risque, l'erreur a été pas mal étudiée sous l'angle notamment du facteur humain. Et là, vous savez, je vous cite donc une étude qui a été faite dans le monde de la santé, To Err is Human, en 1999, qui a créé vraiment un électrochoc dans le monde de la santé, hein, en montrant notamment qu'il y avait un pourcentage très important d'erreurs qui étaient dues à des facteurs humains, et en particulier à des dysfonctionnements en termes de communication dans les équipes de travail. Et ça a été vraiment un électrochoc, et ça, d'ailleurs, ça a été un des arguments, hein, qui ont présidé finalement au développement de la simulation, parce que du coup, on se disait, il faut qu'on travaille aussi sur l'erreur pour qu'on puisse comprendre comment elle advient, pourquoi elle advient et comment éviter. Voilà, je cite également l'enquête NIST de 2005 et de 2009, hein, qui montre qu'il y a un événement indésirable grave tous les 5 jours par secteur de 30 listes, ce qui est quand même important. Alors, tout type de gravité, tout degré de gravité, mais en attendant, on voyait en tout cas en 4 ans qu'il n'y avait pas eu énormément de progrès, hein, en tout cas sur la fréquence des erreurs. La question du facteur humain a été étudiée en psychologie ergonomique, hein, avec René Amalberti en particulier, puis en sociologie aussi, avec Christophe Dejour. Et donc, c'est bien sûr l'étude des facteurs individuels, organisationnels et situationnels prédisposant à la survenue des erreurs, c'est-à-dire qu'on va envisager finalement les relations entre les individus et les systèmes dans lesquels ils interagissent pour voir finalement, pour pouvoir essayer d'aménager les environnements de travail de façon à limiter les risques d'erreur le plus possible. Donc on va essayer de construire des stratégies, hein, qui, à partir de l'analyse des erreurs, permettent d'apprendre finalement comment on va porter aussi un regard différent sur l'erreur pour pouvoir en limiter la survenue et les conséquences. Parce que finalement, ce qui va être aussi très très important, c'est de comprendre comment l'humain raisonne. Et on en a parlé avec Dieudonné tout à l'heure, hein,
c'est-à-dire comment finalement la personne va prendre une décision. Ça, c'est absolument fondamental parce qu'on voit que parfois ces schémas d'action, ces schèmes d'action sont erronés et du coup conduisent à une prise de décision erronée. Donc ça, c'est particulièrement intéressant à comprendre pour pouvoir comprendre aussi les mécanismes de l'erreur. Alors pour revenir sur la simulation, on a différents moyens d'utiliser l'erreur dans la formation. Ici, vous connaissez tous, donc les pouvoirs publics ont encouragé en tout cas le développement d'une culture de gestion des risques et en particulier l'utilisation des erreurs pour former. Et ici, vous avez un exemple qui est la chambre des erreurs, hein, on en parle beaucoup, ça s'est développé dans quasiment tous les hôpitaux et centres de soins, et on va effectivement utiliser, reproduire un environnement dans lequel finalement on va introduire des erreurs latentes ou des erreurs patentes dans différents domaines, hein, hygiène, pharmacologie, soins, vigilance, etc. Et donc le but du jeu, c'est que finalement, on va mettre en immersion des professionnels pour les amener à découvrir, hein, rechercher les différentes erreurs qui sont dissimulées dans la situation. Et évidemment, il y en a qui sont très évidentes à retrouver, hein, quand il s'agit de la date de péremption sur un antiseptique ou quand il s'agit d'un sac à urine qui est posé sur le lit. Bon, ça, c'est assez facile, mais il y en a d'autres qui sont plus difficiles à repérer, hein, comme des erreurs de prescription, des erreurs de dose, etc. Et donc, le but du jeu, c'est, dans un temps imparti, chercher le maximum d'erreurs. Et puis, surtout, hein, l'objectif, l'intention pédagogique, c'est qu'après avoir fait ce petit jeu de découverte, eh bien, on va se poser ensemble et on va essayer de dire, bah, tiens, là, j'ai découvert une erreur et finalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire, hein, pour qu'on aille vers les bonnes pratiques, hein. Et c'est vrai que là aussi, d'un point de vue sémantique, on est passé de la chambre des horreurs, hein, à la chambre des bonnes pratiques maintenant, qui est peut-être plus politiquement correct, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on parle bien de la même chose, hein, c'est-à-dire d'amener aussi les gens à se rencontrer, parce que finalement, on voit bien que quand on met en place une chambre des erreurs dans un centre hospitalier, on fait passer les équipes au moment de la pause déjeuner ou après en fin de poste, et ces équipes vont finalement se retrouver avec le pharmacien, avec le médecin de l'hygiène hospitalière, etc. Des gens qui voient quasiment jamais, hein, et du coup, ils vont pouvoir échanger à partir de ça. Donc, ça crée du lien social et c'est aussi une condition intéressante pour remettre en question ces pratiques. Et puis, quand on y va en équipe, entre médecins, aides-soignants, infirmières, bah, finalement, on s'aperçoit que chacun a une responsabilité, hein, a sa part de responsabilité en fait dans la survenue des erreurs. Et du coup, ça crée peut-être, en tout cas, c'est le but, hein, de créer un questionnement et puis peut-être une remise en question des automatismes, hein, qui sont bien pratiques, hein, ça nous évite de réfléchir au quotidien. Et ces automatismes, finalement, on s'aperçoit qu'on réfléchit plus sur nos pratiques et qu'on fait des choses sans finalement les remettre en question. Et là, c'est quand même une bonne méthode pour arriver à faire bouger un petit peu les lignes. Alors, un petit point de pédagogie très rapide, hein, parce que vous connaissez tout ça sans aucun doute. L'apprentissage par l'erreur a quand même été souvent mis en valeur parce que finalement, on voit qu'il y a un impact émotionnel important, hein. Vous savez que l'émotion joue un grand rôle dans l'apprentissage. Et c'est très en vogue donc d'apprendre en disant que l'erreur nous permet d'apprendre. Et effectivement, les approches behavioristes ont mis en évidence qu'on apprenait par essai-erreur. Alors, bien sûr, vous connaissez tous les travaux de Skinner, hein, avec la boîte, avec son rat à l'intérieur, hein, qui reçoit une décharge électrique quand il a fait une certaine action, etc., et puis qu'il apprend petit à petit à éviter la décharge électrique. Et donc, on voit bien que l'apprentissage, finalement, opère par conditionnement, hein, opérant, c'est-à-dire qu'un comportement adapté aura des conséquences positives, parce que c'est surtout ça, c'est-à-dire qu'on apprécie les conséquences de nos actes, et selon qu'on les juge positives, eh bien, ça va créer du renforcement positif, et donc, du coup, on va reproduire le comportement qui a eu une conséquence positive la prochaine fois. Inversement, bien entendu, un comportement inadapté va créer des conséquences négatives,
négatives, desquelles on tirera enseignement, puisque ça créera un renforcement négatif. La prochaine fois, on évitera de poser la main sur la plaque électrique. Enfin, vous connaissez le truc. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est intéressant pour créer aussi des automatismes. Et on en a besoin des automatismes. On a tendance aujourd'hui à privilégier d'autres approches pédagogiques et à dire que le behaviorisme, bon, ça a fait son temps, tout ça. En même temps, on en a besoin. Et vous savez bien que dans l'urgence aussi, on a besoin de construire des automatismes pour que justement, on soit à même de réfléchir à ce qui est nécessaire, c'est-à-dire réévaluer l'action, etc., et prendre des décisions. Donc on a besoin de créer un certain nombre d'automatismes, en tout cas en termes d'habileté gestuelle. Mais aussi des automatismes cognitifs pour réfléchir. Les algorithmes de prise de décision dans la RCP, par exemple, sont des automatismes cognitifs, et c'est important que ce soit bien ancré et qu'on puisse du coup réfléchir à autre chose et à évaluer la situation dans son ensemble. L'autre approche qui est intéressante par rapport à la pédagogie dite de l'erreur, c'est l'approche cognitiviste, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre les mécanismes mentaux qui ont conduit à une prise de décision erronée. Et ça fait largement écho à ce que Dieudonné vient de nous expliquer, effectivement. Et là, on va étudier les représentations, les connaissances, les états mentaux et la manière dont l'individu va traiter l'information et évaluer notamment une situation afin de prendre une décision. Et donc là, finalement, quand on aborde l'erreur donc, sous cette approche cognitiviste, eh bien, on va amener à une modification des schémas mentaux, une évolution des représentations sur la situation, peut-être une prise de conscience que nos connaissances sont limitées ou erronées, et pouvoir avancer là-dessus. Alors, je vous ai remis évidemment le schéma très classique, moi que j'aime beaucoup, qui me sert au quotidien, on va dire. C'est-à-dire, c'est le schéma des boucles d'apprentissage de Argyris et Schoen. Schoen, vous savez, c'est le praticien réflexif, le fameux praticien réflexif. Et je trouve qu'il est intéressant ce schéma parce qu'on voit bien que, eh bien, dans une stratégie comportementaliste, on va simplement se contenter de corriger l'action, c'est-à-dire qu'on va l'apprécier au regard des bonnes pratiques, c'est-à-dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, je caricature, je force le trait bien sûr, mais voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mieux faire la prochaine fois. Donc on est sur l'action, on est sur la pratique, sur le savoir-faire. Et puis dans une stratégie plutôt cognitiviste, mais aussi dans une stratégie constructiviste, on va réfléchir donc sur les intentions, sur les connaissances, sur les schèmes d'action finalement. Qu'est-ce qui me fait considérer que ça, c'est comme ça qu'il faut faire ici. Et donc là, on voit bien qu'on est dans un niveau d'apprentissage beaucoup plus en profondeur. Et donc là, c'est ce que Argyris et Schoen appellent l'apprentissage en double boucle. Et puis il y a un troisième niveau. Et là, c'est la métacognition, c'est-à-dire comment j'apprends et comment je fonctionne, c'est-à-dire s'interroger sur sa propre façon finalement d'apprendre. Alors, pour revenir à la simulation et finalement à l'utilisation de l'erreur en simulation, on sait que la simulation a donc un avantage merveilleux, c'est qu'on n'est pas dans le vrai et donc on peut se tromper sans trop de conséquences, c'est-à-dire qu'il y a une euphémisation ou une annulation des conséquences de l'erreur qui finalement nous permet d'être relativement serein pour pouvoir l'envisager et l'explorer dans toutes ses dimensions. Il y a donc une possibilité de revenir sur les causes, sur les conséquences, dans un environnement que l'on souhaite être un environnement protégé, ce qui veut dire qu'il faut aussi qu'on puisse approcher l'erreur en toute sérénité. Et ce n'est pas toujours le cas, ça a l'air évident comme ça en se disant bah oui, on est en formation, il n'y a pas de risque pour le patient. Ce n'est pas si évident que ça, on verra tout à l'heure qu'il y a des choses quand même qui se jouent pour l'apprenant qui sont quand même très importantes. Il y a ce qui est en tout cas intéressant dans la simulation, c'est la dimension ludique. La dimension ludique du faire semblant, qui finalement peut être envisagée dans deux sens, c'est-à-dire qu'on va utiliser les ressorts des jeux d'immersion pour mettre l'apprenant dans une situation mentale qui va faire qu'il va entrer librement
hein, dans une expérience fictionnelle, et puis il peut aussi en sortir librement, c'est-à-dire que, à part s'il a été contraint de s'engager dans l'exercice, mais la plupart du temps, il sait qu'il n'y a pas de conséquences, hein, il est tout à fait conscient du caractère fictif de la chose, ce qui fait qu'il n'y a pas d'enjeu pour lui, pour sa carrière, ni rien. Et puis, deuxièmement, la situation de simulation, elle va s'appuyer sur des leurres qui induisent des expériences qui comptent pour de faux. Hein. Donc, finalement, si on fait des erreurs, on ne va pas en payer le prix. Et donc, ça c'est effectivement intéressant de pouvoir s'arrêter dessus. Ce que je voulais évoquer ici, alors, bon, vous allez me dire, bon, effectivement, là, c'est l'erreur, ce que je viens de dire, c'est que l'erreur en situation de simulation, c'est l'erreur qui n'est pas forcément prévue ou qui arrive comme ça de façon inopinée et sur laquelle il va falloir quand même qu'on revienne dans le débriefing puisqu'il n'est pas question de laisser sous silence une erreur qui a pu être faite et que d'une façon et d'une autre, il faut qu'on en parle. Hein. Il y a une typologie d'erreur qui est extrêmement intéressante pour nous en sciences de la santé, c'est ce qu'on appelle l'erreur de fixation. Ça, c'est moi, pour avoir observé beaucoup de groupes en formation, j'ai pu de temps en temps observer des erreurs de fixation et j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Voici pourquoi. L'erreur de fixation, c'est une typologie d'erreur qui a été identifiée donc dans les années 90 par De Keyser et Wood en psychologie ergonomique et qui, donc, en fait, se définit de la façon suivante. Je vais reprendre la définition exact. C'est l'évaluation de la situation ou le plan d'action qui sont devenus inappropriés par rapport à la situation. Et deuxième dimension, c'est que le jugement de l'action inappropriée donc persiste malgré des opportunités de révision du jugement. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez un médecin qui, par exemple, est appelé sur une situation d'urgence, il va avoir une première appréciation de la situation globale, hein, d'après ce qu'on lui a dit quand on l'a appelé à l'aide, d'après ce qu'il voit quand il rentre dans la pièce où se trouve le patient. Et il va avoir une première hypothèse interprétative assez intuitive, entre guillemets, hein, même si la question de l'intuition est à discuter. Mais en tout cas, il va faire une première hypothèse interprétative. Les exigences de la situation font qu'il va devoir agir très vite. Hein, et donc, il va immédiatement se mettre en action, peut-être sur des tâches qui requièrent une concentration particulière, intuber, en même temps prescrire, etc. Donc, il y a un certain nombre il y a un contexte qui fait qu'il va être amené parfois à focaliser sur un des aspects de la situation, et c'est ça l'erreur de fixation, c'est-à-dire qu'il focalise sur un des aspects de la situation, alors que peut-être c'est une erreur, peut-être son premier jugement est erroné. Et l'erreur de fixation, c'est qu'il n'est pas en mesure de repérer des indices autres qui devraient l'amener à réviser son jugement. Et alors ça, c'est vraiment très intéressant parce que donc, ces auteurs ont étudié ça chez les pilotes, chez les médecins et notamment. Ils ont pu montrer que c'est un phénomène qui apparaissait à la fois chez les novices, mais aussi chez les experts. Donc personne n'est à l'abri. Hein. Même le plus expérimenté est capable d'arriver et de faire une erreur d'interprétation et de jugement clinique. Et ce qui est très intéressant dans ce phénomène, c'est de comprendre ces mécanismes. Alors, il y a eu plusieurs hypothèses psychologiques, plusieurs mécanismes qui ont été mis en évidence. Alors, bien entendu, les connaissances limitées de l'opérateur qui font que, effectivement, il n'est pas en mesure de comprendre tous les enjeux de la situation. Ce sont des connaissances inertes, c'est-à-dire les connaissances sont là, mais elles ne sont pas mobilisées par le sujet pour X raisons. Alors, il peut y avoir la pression temporelle, la gestion du stress, etc. Et puis, il y a aussi ce qu'on a appelé la défaillance des processus attentionnels. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on focalise vraiment sur un des aspects de la situation et il y a une cécité des autres éléments. Et ça a été décrit et c'est vraiment très intéressant. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce phénomène-là quand on décrypte dans le débriefing, quand on essaye d'analyser cette erreur de décision, finalement,
pour comprendre finalement comment on réagit, de se dire, mais alors du coup, si c'est comme ça, comment faire pour que ce phénomène n'arrive pas, hein? Et là, on se décentre de la personne et on l'envisage dans une dimension collective. Parce que généralement, le médecin, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul, il intervient avec des collaborateurs, il peut y avoir un autre médecin, il peut y avoir des infirmières, des aides-soignants, etc. Et là, ce qui devient super intéressant, c'est de se dire, mais alors, quelle responsabilité ont les collaborateurs dans la persistance de cette erreur? Ça, c'est intéressant parce que, et je pense que certains d'entre vous connaissent bien le petit film qu'on passe souvent dans les centres de simulation, c'est Just a Routine. C'est l'histoire d'Elaine Bromiley, une jeune Britannique qui a été hospitalisée pour une intervention très banale sur les sinus, qui doit subir une anesthésie de routine, avec un masque larynxé, je crois, un truc comme ça, bref. L'intubation, enfin le début de l'anesthésie, l'induction se passe mal, et il faut intuber la patiente en urgence. Et là, impossible de l'intuber. L'anesthésiste est là, il y a un deuxième médecin, et il y a l'ORL qui arrive, puisque c'est une intervention chirurgicale sur les sinus, l'ORL arrive. 3 médecins qui essayent d'intuber cette patiente sans se rendre compte de ces constantes de l'hématose, enfin, qui devient problématique, hein, la saturation chute, bref. Et là, dans la salle, il y a 2 infirmières. Il y a une infirmière qui reconnaît la gravité de la situation, qui apporte le set de trachéotomie, puisque ça, c'est la procédure d'urgence. Quand on n'arrive pas à intuber, et ben, donc on va faire une trachéotomie en urgence. Et puis l'autre qui appelle les soins intensifs pour retenir un lit. Donc les infirmières avaient reconnu la gravité de l'urgence. Elles ont signalé qu'elles apportaient ce set, elles l'ont montré, sauf que nos 3 médecins étaient focalisés sur le geste. Aucun d'entre eux n'a eu conscience du temps qui passait, ni de la proposition, hein, d'action de l'infirmière. Résultat des courses, hélas, un défaut d'oxygénation qui a conduit au coma et au décès de la patiente en 13 jours. Cette situation, elle est extrêmement intéressante parce que, du coup, ça montre aussi la question du followership. Moi, j'aime beaucoup travailler là-dessus avec les infirmières parce que c'est la question de l'affirmation de soi. Comment on parle, comment on ose dire au leader qu'il se trompe, hein, c'est pas facile pour une infirmière. C'est pas facile. Hein. Et ça, le fait d'avoir des formations en groupe pluriprofessionnel, ça peut se parler en débriefing, se dire, bah oui, moi je l'ai vu, j'ai vu des groupes où les infirmières disaient, mais moi j'ose pas dire au médecin, parce que qui je suis, moi, infirmière, pour dire, bah oui, mais enfin tu contribues à l'élaboration d'un diagnostic. Mais oui, mais c'est pas si simple. Hein, on voit bien qu'il y a des facteurs sociaux, culturels aussi, qui font que, des fois, on n'ose pas dire. Hein. Et puis, les médecins prenaient conscience aussi que ça pouvait être difficile, hein, pour un infirmier de dire, des fois, d'amener ces éléments. Alors, c'est souvent pour des novices, les experts ont plus de sentiments d'efficacité et sont plus à même de dire les choses, mais ça reste compliqué. Hein. Puis entre un chef de service, entre un médecin qui a un caractère un peu fort et qui, du coup, à qui on n'ose pas dire parce qu'on a peur de... Voilà, hein, tous ces mécanismes sociaux, finalement, c'est intéressant de les décrypter et de les interroger en situation. Alors, la simulation, est-ce que c'est un moyen d'apprendre sans risque? Oui, sans doute, mais c'est une approche pédagogique par résolution de problèmes. On a parlé effectivement de situation problème, puisqu'on essaie de concevoir des scénarios où on va confronter l'étudiant ou le professionnel à une difficulté particulière et on essaie de les mettre dans leur zone proximale de développement, c'est-à-dire on réfléchit aux prérequis, hein, est-ce qu'ils vont être capables de gérer la situation, mais en même temps il faut qu'il y ait quand même une difficulté pour qu'on puisse travailler sur la façon dont on va gérer un problème complexe. Hein. Et du coup, on a un peu dévoyé quelque part un peu cette idée-là en disant que situation-problème égale risque de faire des erreurs ou en tout cas peut-être opportunité de faire des erreurs. Et quelque part, moi ce qui me frappe toujours quand j'écoute des formateurs faire des briefings, c'est d'annoncer ce droit à l'erreur. Annoncer le droit à l'erreur, ça part d'une très bonne intention,
C'est-à-dire, bah oui, vous êtes là, on ne vous jugera pas, hein, faites des erreurs, ce n'est pas grave, justement, si vous en faites, ça va être une opportunité pour apprendre. Et c'est le discours qu'on entend très souvent. Donc oui, c'est vrai, mais alors c'est souvent, alors je vois souvent, en tout cas, moi je l'ai entendu assez souvent, même si, bien entendu, ce n'est pas forcément ce qui est amené de façon première. Mais cette idée de dédramatiser l'erreur, si elle a une intention bienveillante, finalement, elle peut créer aussi des biais, hein, puisqu'on risque aussi de banaliser l'erreur. On est dans un contexte un peu ludique. Je parle des novices, hein, des étudiants. On est dans un contexte un peu novice, dans lequel l'erreur, finalement... les étudiants ne sont pas toujours en mesure de mesurer justement les conséquences de l'erreur, de voir quelle est la portée. Et ça paraît évident pour les professionnels expérimentés, les formateurs, pas toujours pour les étudiants. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi la crainte du piège. Les gens qui viennent dans ces séances de simulation, dans ces formations, ils savent que de toute façon, ils vont être mis devant une situation difficile, hein, et ils attendent le problème. Hein. Et il y a une étude de Orsic et Durand là, à Genève qui a montré qu'ils s'attendaient à être piégés. Ce n'est pas simplement qu'ils s'attendaient à gérer un problème, c'est qu'ils s'attendaient à être piégés. Alors même que les formateurs, et pour les avoir vus travailler, hein, je sais à quel point ils prennent vraiment des précautions pour justement être très diplomates, hein, dans la façon d'annoncer les choses et bienveillants, hein, dans leur posture. Mais les gens s'attendent à être piégés, c'est-à-dire qu'il y a une espèce là aussi de métacognition, hein, en situation, c'est-à-dire qu'ils savent que de toute façon, il va se passer un truc. Donc en fait, ils attendent. Et il y a une espèce de surinterprétation finalement de tous les aléas qui se passent dans la situation, et où ils se demandent finalement, est-ce que c'est l'évolution de la situation qui fait que, ou est-ce que c'est un piège qui est amené pour que du coup je sois confronté à un problème supplémentaire. Donc il y a un peu cette ambiguïté, hein, qui est ressentie en tout cas de la part des apprenants. Et puis, à mettre aussi un peu trop le focus sur l'erreur ou les maladresses, hein, parce que c'est aussi ça, hein, qui va être en question, eh bien, il y a aussi le risque d'oublier de travailler sur les actions qui ont été adaptées, les actions entre guillemets réussies. Hein, et on voit bien, enfin, là aussi j'ai pu l'observer, hein, quand on a des scénarios qui se passent... comme une lettre à la poste, hein, si j'ose dire, c'est-à-dire que tout est géré comme ça doit être géré, il y a la communication qui se passe très bien, etc. Eh bien, le formateur se trouve là dans une situation où il craint de ne pas avoir assez de matière, hein, comme si finalement travailler sur les actions réussies était moins porteur d'apprentissage. Hein, et ça, du coup, ça questionne aussi notre rapport finalement à l'enseignement. Hein, parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement le matériau, la pratique défaillante ou la pratique maladroite serait plus intéressante à travailler que les bonnes pratiques. Travailler sur une situation où justement la communication, l'appel à l'aide par exemple, a été extrêmement structuré comme c'est préconisé, au contraire c'est particulièrement apprenant aussi, c'est-à-dire ça va ancrer ces schèmes-là, hein, de voir que, de reprendre éventuellement en repassant l'extrait vidéo, de voir que effectivement l'appel a été très structuré et très synthétisé, de façon à ce que tous les éléments soient très vite transmis. Et ça aussi, c'est très important. Mais on voit des formateurs qui ont finalement peur de manquer de matière, hein, pour pouvoir travailler dans le débriefing. Donc ça, c'est un... D'accord. Alors, je disais, oui, plutôt qu'un droit à l'erreur, plutôt annoncer un droit à la maladresse, hein, un droit aux pratiques qui ne sont pas toujours les plus adaptées possibles à la situation, et on va travailler là-dessus. Et pour terminer, oui, la question de la sécurité psychologique, hein, un apprenant qui passe en simulation, qui place sur le simulateur, il s'expose au regard des autres. Et bon, il y en a à qui ça pose aucun souci, puis il y en a d'autres, et la plupart d'entre eux, hein, pour lesquels eh bien, passer devant, dans le simulateur, hein, c'est s'exposer au jugement des autres et c'est risquer de perdre la face. Hein, parce que quand
on est novice, ça l'est, mais peut-être un peu moins. Mais quand on est professionnel expérimenté, on joue un petit peu son image aussi. Et donc, il va y avoir un risque, une prise de risque, et qui n'est pas négligeable. Et la question, lorsque l'erreur est faite et qu'il n'y a pas vraiment de contrôle non plus de la part des formateurs pour pouvoir encadrer et amener le travail sur cette erreur de façon bienveillante et dépassionnée, eh bien, il peut y avoir un coût motivationnel important pour les apprenants. Donc, la question d'assurer un cadre psychologique sécure, le good judgment de Jenny Rudolph et ses collaborateurs à Boston, qui effectivement ont travaillé sur... Alors, c'est un jugement critique constructif, c'est-à-dire un bon jugement, c'est-à-dire on ne va pas nier les pratiques à améliorer ou les erreurs, mais on va au contraire travailler dessus avec un esprit constructif. Et la sécurité psychologique, c'est très important que la personne soit convaincue que le collectif, ici le groupe d'apprenants, soit suffisamment sûr pour qu'il accepte justement de prendre ces risques-là et d'adopter des comportements d'apprentissage. Voilà, je vais juste... Voilà. Terminer là-dessus, c'est-à-dire que moi je pense que c'est extrêmement important pour le formateur, en tout cas, de questionner ses propres pratiques. C'est-à-dire comment on va accompagner ça. Je pense qu'il y a un risque qui est important pour les apprenants. Les formateurs souvent n'ont pas le temps, ne prennent pas le temps de se poser pour dire qu'est-ce qui a fait que dans cette situation-là, ça a été un peu compliqué avec le groupe, ça a été un peu difficile, ou comment j'ai, moi, de mon côté, introduit ce débriefing, mené ce débriefing, etc. Et je pense que c'est vraiment un devoir éthique aussi pour les formateurs que de se pencher sur leur propre façon d'appréhender leur pratique. Merci beaucoup.